Voilà, très bien. Alors, oui, 50%, Ouais, non, 20%, et ne sait pas, 32%. d'accord, ok. Bon. Donc la réponse, c'est oui. Il faut modifier. Donc, il faut avoir une idée d'abord de quel est le pourcentage de patients colonisés à BLSE parmi vos patients qui vont être opérés d'une chirurgie colorectale. Donc ça, vous ne le saurez que si vous faites des études, alors relativement simples, mais peut-être un tout petit peu difficiles pour les patients, hein, puisque c'est un écouvillon anal, et donc c'est pas forcément très vendeur. Hein. Donc voilà, il faut expliquer pourquoi ça va être fait. Voilà. Si vous avez plus de 10%, il faut faire un écouvillon donc, dans le mois qui précède la chirurgie, hein, de façon à pouvoir adapter l'antibioprophylaxie. Et donc, comment adapte-t-on l'antibioprophylaxie ? Eh bien, il faut trouver une molécule active sur la souche d'entérobactéries isolées. Et ça, il faut essayer de se mettre à plusieurs autour d'une table, hein, pour essayer de savoir quel va être votre choix, de façon qu'on n'arrive pas à un choix monolithique qui soit celui d'un carbapénème. Bien évidemment, tous ceux qui ont fait de la chirurgie colorectale et qui connaissent les risques de lâchage banal de suture, hein, entre guillemets, hein, pour banal, si on commence par une antibioprophylaxie par un carbapénème, quand il va falloir passer en curatif, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, il faut essayer de savoir si on ne peut pas mettre autre chose. Donc méfoxin, augmentin ou tazo, ça peut marcher. Donc on essaie d'être le plus bas possible dans la gamme. Hein. On commence par le méfoxin, qui est celui qu'on utiliserait d'habitude. Et si on veut utiliser un carbapénème, le choix c'est l'ertapénème, et il y a une seule injection puisque l'ertapénème a une demi-vie très longue, hein, et donc 2 grammes en nivellant pour la chirurgie. Bon, voilà. C'est nouveau, hein, on n'a pas de retour d'expérience, c'est un avis d'expert, cohérent parce qu'on a eu pas mal d'infections à entérobactéries, à BLSE, et dramatique de ne pas les avoir prévenus, mais il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à faire de l'ertapénème ou carbapénème, un autre carbapénème, à tous les malades qui ont de la chirurgie colorectale. Donc il faut vraiment bien y réfléchir. Voilà, pas de questions, donc parfait. Pour l'instant, bon, ça va. Voilà. Bon. Donc vous voyez, pour revenir à notre patient initial, hein, sur lequel on a vu quelques difficultés, finalement, la céphazoline 2 grammes, c'est bon, puisque l'IMC est inférieur à 50. Hein. Et puis correct, puisqu'on avait injecté 20 minutes avant l'incision, donc c'était entre 60 et 0. Donc voilà, avec cette RFE 2024 ou 2023, l'antibioprophylaxie était parfaitement conforme. Alors justement, là, il y a une question, c'est-à-dire que s'il y a un dossier en cours qui date d'avant les recommandations de 2024, montrer éventuellement la mauvaise administration d'un antibiotique parce que la recommandation précédente disait que dans cette indication, il fallait une antibioprophylaxie. En 2024, cette indication disparaît, qu'il n'y a plus d'antibioprophylaxie dans cette même indication chirurgicale. Est-ce qu'on peut, selon toi, défendre le patient et comment ? Alors, je pense qu'on peut défendre le patient, l'assurer vis-à-vis du patient de façon assez aisée, si on a un expert conciliant, ce qui est le cas d'un certain nombre d'experts orthopédistes, par exemple, et qui nous disent maintenant on ne fait plus de antibioprophylaxie, donc voilà, c'est bon. Donc eux, ils ont déjà intégré. Ça sera sûrement un peu plus difficile avec certains qui nous diront à l'époque c'était comme ça, donc c'était pas bon. Après, ce sera le travail de nos avocats, hein, qui pourront convaincre soit la CCI, soit le juge du bien fondé de notre dire qui annonce qu'il n'y a pas de responsabilité, puisqu'à l'heure actuelle, on dit que c'est pas la peine d'en faire. Donc pourquoi nous dites-nous que c'est pas bon ou le timing n'est pas bon ? Si, il est dans les... Donc c'est expert dépendant, si je comprends bien, et Ouais. un message à faire passer aux internautes, c'est que finalement, ça ne justifie évidemment pas le fait de se tromper dans l'antibioprophylaxie qui va être choisie.
mais c'est une façon, dans votre défense, en tout cas c'est comme ça qu'on essaye de faire chez Branchet, dans votre défense, on va essayer de faire coller ces nouvelles recommandations en disant, vous voyez, finalement, cette erreur, entre guillemets, à l'époque, c'était une façon, c'est une façon de montrer que l'assuré avait déjà anticipé des recommandations qui, éventuellement, sont de niveau 1, c'est toujours mieux quand la nouvelle recommandation qui dit qu'il ne faut plus mettre d'antibioprophylaxie dans telle indication est de niveau 1, c'est une aide pour dire, bon, mais il s'est trompé, il n'y a pas eu de conséquences, c'est pas très grave, d'autant que maintenant, on n'injecte plus d'antibiotiques dans cette indication. Voilà, mais simplement pour vous donner un aperçu de la façon dont on peut essayer de vous défendre. Voilà. Je pense que c'était important à préciser. Alors, quand vous allez vous plonger, on ne va pas le faire, hein, mais quand vous allez vous plonger dans toutes les pages de ce référentiel, donc vous allez voir que tous les types de chirurgie sont évoqués, avec moult détails concernant les différentes chirurgies. Donc on ne va pas tout balayer, parce que sinon vous allez vous endormir aussi. Donc on va se focaliser sur certains types de chirurgie pour alimenter éventuellement vos questions. Bon, donc concernant les allergies, là j'ai fait un melting pot des choix possibles, hein. Suivant les types de chirurgie, vous verrez, c'est un peu différent. Donc s'il est allergique à la céphalosporine, ça peut être la Clinda, la Vanco, Teico ou la Janta. Si c'est le Méfoxin, c'est l'Augmentin ou la Janta plus Flagyl. Si c'est l'Augmentin, c'est Clinda, Janta ou alors le Bactrim, en particulier en neurochirurgie. Bon, voilà. Donc il n'y a pas de règle, hein, c'est en fonction du type de chirurgie. Le deuxième choix qui a été fait par les experts correspond à ces différentes molécules. Alors, neurochirurgie, c'est simple. Grosso modo, c'est simple. Si on met du matériel, il faut faire des antibioprophylaxies et c'est la céphalosporine. Si on ne met pas de matériel, on ne fait pas de prophylaxie. Bon, voilà. Je pense que c'est assez simple à mémoriser. Matériel, oui, pas de matériel, non. Voilà. Chirurgie du sein. Donc, il y a eu à un moment un certain nombre de questions qui ont été posées à l'ASFAR concernant les mammectomies partielles ou les mastectomies partielles. Absolument. Donc, le vocabulaire a changé, hein, et donc tumorectomie sans curage ou avec simplement un ganglion sentinelle, réduction mammaire, mastopexie, exérèse d'une gynécomastie, pas d'antibioprophylaxie. Par contre, si c'est une tumorectomie plus élargie, parce qu'on va faire un curage ganglionnaire axillaire, ou bien si on fait une mastectomie complète, avec ou sans reconstruction, à ce moment-là, on met une antibioprophylaxie par céphalosporine ou céfuroxime. Donc, voilà, c'est relativement simple à mémoriser, hein. Si c'est pas volumineux ou pas total et on touche pas au ganglion, voilà, on n'en fait pas. Alors, le docteur Epner qui nous dit « Les plasticiens de terrain semblent surpris de l'abandon de l'antibioprophylaxie pour les actes de chirurgie du sein hors implant niveau 2 ». Oui. Salut Yves. Il n'y avait pas de recommandation en chirurgie plastique, hein. C'était un fourre-tout où on disait, bah voilà, si c'est un ou deux de la classification, vous faites ou vous ne faites pas. Maintenant, ils ont fait une liste et je pense qu'il faut essayer de s'y tenir. On en reparlera un petit peu sûrement pour les propositions en orthopédie, hein, mais vous pouvez bien imaginer que tous ceux qui ont écrit ces recommandations, ils ne les ont pas inventées sur un coin de table, hein. Ils ont fait quand même un peu de biblio, et il n'y a sûrement pas à l'heure actuelle d'arguments pour en faire ou ne pas en faire. Donc voilà, c'est basé sur un travail sérieux. On ne peut pas... Seul dans son coin, on ne peut pas avoir d'expérience, c'est pas possible. Même si on est
avec beaucoup d'expérience, beaucoup de malades, de toute façon, ça ne remplace pas une étude multicentre ou autre qui aboutit à ces recommandations. Donc je pense qu'il faut être humble, de dire voilà, la recommandation c'est celle-là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc pas les jeter d'emblée. Voilà, désolé Yves, hein, mais voilà. Donc il y a notre ami Christian Delaunay qui dit les stents ne sont pas considérés comme des DMI. Les stents. Oui. Oui. Alors, les stents, c'est compliqué parce que les recommandations ne sont pas homogènes suivant les organes. Donc, je suis d'accord avec toi, Christian. Donc, en cardio, en vasculaire, en neurochirurgie, puisqu'ils évoquent les carotides, les recommandations ne sont pas les mêmes. Donc là, je pense qu'il faut retravailler les stents. Tout à fait d'accord avec toi. Donc vous voyez, ça c'est l'ancienne recommandation de chirurgie plastique. Donc pas d'antibioprophylaxie s'il n'y a pas d'implant, et s'il y a un implant, on fait une antibioprophylaxie. Il s'était même trompé dans les doses, puisque la céfazoline, il fallait la réinjecter toutes les 2 heures. Donc voilà, bon, très mauvaise reco. À l'heure actuelle, on a des recos, je ne vais pas les détailler une par une, parce que ça n'a aucun intérêt, mais vous voyez, entre un tableau qui disait classe 1 ou classe 2 et le tableau actuel où je vous ai mis toutes les recommandations, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de travail. Donc la société de chirurgie plastique et les autres sociétés ont beaucoup bossé. Et donc, pour toutes ces situations, vous avez une recommandation. Donc, on a fait beaucoup de progrès. Il faut le reconnaître quand même. Bon. Alors, juste pour dire que je ne répondrai pas à toutes les questions, mais il y a un certain nombre de questions qui s'étonnent avec des collègues, là, docteur Segura et d'autres, qui s'étonnent, ou le docteur Tabachnik Rebillon, qui s'étonnent des changements avec... Bon, ben voilà, il y a des choses qui changent dans ces recommandations. On peut s'étonner également du changement des BMI au-dessus duquel il va falloir doubler la dose. Bon, là, il y a des explications qu'on vous a données. Je pense qu'il y a des explications pour chacune des différentes indications à l'antibioprophylaxie. Si vous voulez, on répondra plus tard sur des échanges qui pourront être par l'intermédiaire de Branchet aux différentes questions que vous vous posez. Mais là, sinon, on va prendre beaucoup de temps à ça et je pense que ça ne sera pas très intéressant pour tout le monde si vous en êtes d'accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas être surpris qu'une recommandation change. Ça prouve qu'au moins, la science continue à avancer, les études continuent à être faites, et il y a des gens qui les lisent. Et qui se disent, bah voilà, ce qu'on recommandait il y a 10 ans, c'est obsolète, donc on va changer la reco. Donc ça, je crois qu'il ne faut surtout pas en être surpris. Après, je pense que c'est sûrement que c'était l'objet de pas mal de travaux, et qui ont abouti à ces recommandations. Donc on ne peut que féliciter ceux qui ont fait la biblio. Alors, chirurgie orthopédique. Donc je sais que là, ça pose beaucoup de problèmes, mais grosso modo, pour toute la chirurgie où il n'y a pas de matériel autre que la suture ou l'encre, on ne fait pas d'antibioprophylaxie. Bon, donc ça, je sais que ça choque beaucoup. C'est valable pour membre inf, l'épaule et la chirurgie de la main. La chirurgie de la main, on a quand même, je pense, considérablement évolué, où à un moment, on disait on ne fait jamais d'antibioprophylaxie. Maintenant, on est arrivé à quand même, si vous mettez du matériel dans une main, il faut quand même en tenir compte. Bon, donc ce qui choque, c'est la ligamentoplastie. Bon, je n'ai pas participé à cette réflexion. C'est d'autres infectiologues autant, voire plus d'expérience que moi, donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Il n'y a sûrement pas assez d'arguments pour dire qu'il faut faire une antibioprophylaxie. Donc je pense qu'il faut malheureusement appliquer le règlement, parce que c'est une recommandation, bon, qui n'a pas un haut niveau, mais enfin c'est une recommandation. Et je pense que si vous documentez, malheureusement pour les patients, un certain nombre d'infections, voilà, c'est tout, on fait marche arrière et on change la recommandation. Je vous donne un exemple qui avait suscité beaucoup de difficultés. C'est l'antibioprophylaxie des endocardites dans les gestes dentaires. Donc, il y a 10 ans,
vous passiez devant le cabinet du dentiste avec une valve, il fallait déjà prendre des antibiotiques. Il faisait un détartrage, une carie, n'importe quoi, il fallait prendre une antibiothérapie. Bon. Petit à petit, on est arrivé aux patients à haut risque, c'est-à-dire ceux qui ont des vraies valvulopathies et à qui on va faire un geste dentaire invasif, toucher la gencive. Bon. Donc, nos amis anglais qui font rien comme nous ont abandonné toute la prophylaxie depuis une dizaine d'années. Donc au début, on les a un peu traités d'assassins, en disant mais ça va pas. Ils ont regardé ce qui se passait depuis 10 ans en Angleterre. Ils n'ont pas plus de morts d'endocardite chez les valvulaires qu'ils en avaient avant. Donc visiblement, c'est eux qui ont peut-être raison. Voilà, faisons des études, savoir si cette recommandation est pertinente ou pas. Je crois que toi, tu veux peut-être dire autre chose, Hervé. Non, pas autre chose, je pense que ça vient en complément. Il y a le docteur Bancolé, je vous prie de m'excuser pour la prononciation, qui demande ce qu'on doit faire vis-à-vis de nos collègues orthopédistes dont la Société savante recommande de ne pas valider ces recommandations pour le moment. Et j'ai d'ailleurs quelqu'un d'autre, le docteur Lejac, qui dit « J'ai cru comprendre que la Sofcote n'avait pas été conviée pour ces nouvelles recommandations ». En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La Sofcote, évidemment, a été conviée à ces recommandations. Mais d'abord, vous savez qu'en orthopédie, vous ne le savez pas, mais il y a plusieurs sociétés, comme on l'a en anesthésie, le Caro, la DARPEF, c'est pas tout à fait des sociétés savantes, mais c'est des gens qui ont une opinion qu'on écoute. Il y a la Société française d'arthroscopie, par exemple, etc. Bon, alors évidemment, je pense que la SFAR a demandé à la Sofcote d'avoir des représentants qui viennent discuter de l'antibioprophylaxie concernant les gestes orthopédiques. Ça, c'est une première chose. Donc oui, évidemment que la Sofcote a été conviée, etc. Maintenant qu'il y a des questions qui se posent, c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est une recommandation dont le niveau de preuve est un avis d'expert. Donc vous avez compris depuis le début de cette émission que ce n'était pas forcément les plus solides. Alors, moi, on était un peu étonnés parce qu'à partir du moment où on met des encres, par exemple, avant on nous disait, quand il y a des encres, il faut mettre une antibioprophylaxie. Alors, vous avez un certain nombre de réponses qui figurent sur le site de la SFAR concernant des questions qui se posent en particulier sur la ligamentoplastie. Et les experts soulignent que les encres ne sont pas considérées comme du matériel au sens matériel exogène indiquant une antibioprophylaxie. Enfin, la greffe tendineuse matérielle biologique ne nous semble pas justifier une antibioprophylaxie. Mais dès lors qu'un orthopédiste, pour une raison ou une autre, met du matériel qui n'est pas de l'encre ou pas un ligament, évidemment qu'il faudra faire une antibioprophylaxie. Je vous donne juste un exemple comme ça. Donc, pas de... c'est un débat entre gens intelligents, les différentes sociétés savantes, la SPILF, la SFAR et la Sofcote pour ce qui concerne la ligamentoplastie qui est celle qui est la plus discutée. Et je pense qu'on va aboutir à quelque chose de consensuel qui permettra d'avoir un avis partagé par la plupart, parce que vous savez qu'on ne fait jamais l'unanimité, c'est très rare. D'ailleurs, quand il y a l'unanimité, c'est suspect en général. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion qui s'est faite. Et donc, je pense que c'est plutôt un bon signe. Il ne faut absolument pas le voir comme un affrontement entre différentes spécialités. C'est vraiment fondamental à bien comprendre. Donc, on verra comment évolueront les choses. Il y a des discussions actuellement entre SFAR, SPILF et Sofcote. Je vous propose d'attendre un petit peu pour connaître l'issue de cette question qui soulève encore beaucoup de débats et de discussions entre anesthésistes et orthopédistes. Merci Hervé. Alors, j'ai pas trouvé dans les recommandations, l'un d'entre vous m'a dit l'autre jour que oui, qu'il les avait trouvées, mais j'ai pas retrouvé. Donc, je vous signale ce qui était dit en 2018 concernant les reprises d'arthroplastie, qui malheureusement sont quand même assez fréquentes. Donc, au cours de la même hospitalisation, pour un motif non infectieux, donc un patient qui a fait un hématome ou qui se luxe sa prothèse, qui va être repris. Donc, si c'est au cours de la même hospitalisation, il faut craindre un staphylocoque résistant à la méticilline, donc résistant à la céphalosporine. Donc, il faut sûrement changer l'antibioprophylaxie. Donc, grosso modo, passer à l'avant-commissaire. Si c'est une reprise septique, il était écrit, alors certains centres, certains experts, certains
décideurs ne font pas ça, mais c'était écrit qu'il ne fallait pas faire d'antibiothérapie probabiliste avant qu'on fasse des prélèvements profonds, et que donc on ne fait pas d'antibioprophylaxie non plus. Le chirurgien intervient et on commence l'antibiothérapie curative en paire opératoire. C'est juste une question de quelques minutes d'écart. Bon, voilà. Mais on fait généralement qu'une seule antibiothérapie. Et les reprises tardives, donc 1 an après la chirurgie princeps. Donc là, pour des causes mécaniques, c'est la même antibioprophylaxie que l'année d'avant. Voilà, ça ne pose pas de problème. Donc c'est juste un rappel de ce qui était écrit en 2018. Mais on nous pose souvent ces questions-là, Oui, je tout à l'entends fait. souvent Oui. te les poser, nos collègues, là, donc c'est important de fixer les choses. Alors, chirurgie urologique. Donc, il est marqué qu'on ne va pas revenir sur l'intérêt de l'ECBU préopératoire. Donc, tout le monde le sait. Il faut le faire pour intervenir sur des urines stériles ou qu'on va stériliser juste au dernier moment. Alors, une phrase qui m'interpelle un tout petit peu, c'est l'antibioprophylaxie, lorsqu'elle est indiquée, sera systématiquement administrée indépendamment de l'utilisation d'une antibiothérapie curative préopératoire. Alors, c'est sûr que si vous devez faire de la céfazoline et que l'antibiothérapie curative préopératoire, c'est du claforan et de l'amicacine, peut-être pas la peine de faire la céfazoline. Mais bon, voilà. Juste pour dire un mot sur toutes ces recommandations qui sont là aussi très pertinentes. Ouais, là, il y avait juste une question sur la résection éventuellement de polypes vésicaux versus la résection de prostate, absence d'antibioprophylaxie pour la première, alors que la seconde, il y a une antibioprophylaxie. Est-ce qu'il y a une justification rapide qui peut... Ouais, c'est pas le même organe. Hein. Ouais. Dans le premier cas, pas juste un tuyau dans la vessie, pour 5 minutes. La résection de la prostate, c'est un organe très vascularisé qui peut être contaminé, donc oui, ça n'a rien à voir. C'est pas Donc finalement, on a été vers quelque chose de plus logique. C'est-à-dire oui, que, oui, je pense qu'on n'a pas changé pour la prostate, mais on a démontré que pour la résection de polypes vésicaux, cystoscopie, qui, je pense aussi pour un certain nombre de patients, sont quasiment de l'ambulatoire, voire la chirurgie de cabinet, parce que l'urologue est capable de faire ça dans son cabinet. Donc, ça simplifie les choses et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ça en passe. Alors, chirurgie bariatrique et digestive. Donc là, c'est la grande valse, sans explication microbiologique. Donc je vous rappelle, 2010, Méfoxin ou Augmentin, si le patient est allergique, Flagyl, Janta. Bon, le but, c'est de couvrir les bacilles gram négatifs, les entérobactéries et les anaérobies. Bon. 2017, attention, il y a beaucoup d'anaérobies résistants à la céfoxytine, donc Augmentin. Donc, levée de bouclier, ouais, mais l'Augmentin, c'est quand même le médicament antibiotique simple, curatif. Et donc, on a toujours dit qu'en prophylaxie, on essayait de ne pas mettre de molécules curatives. Donc, 2018, demi-tour au frein à main. Donc, Méfoxin plus Flagyl, puisque l'idée, c'était, on va essayer de couvrir les anaérobies résistants au Méfoxin. Donc, Méfoxin, Flagyl. Impeccable. Ils ont complètement disparu, les résistants. Alors, peut-être que c'est tout à fait possible. Hein. Je vous rappelle que... il y a quelques années, on avait très très peur du pneumocoque résistant à la pénicilline et il n'est jamais arrivé, il a disparu. Bon, donc peut-être que c'est la même chose pour les anaérobies, mais je n'ai pas regardé et ce n'est pas spécifié. Mais bon, toujours est-il qu'on en revient donc à la céfoxytine comme en 2010. Le point un petit peu nouveau, hein, c'est la veille de la chirurgie colique ou colorectale, donc l'administration donc, de tobramycine et de Flagyl, pour essayer de diminuer l'inoculum bactérien intraluminal pour qu'il y ait moins de soucis. Alors, ça a été compliqué pour un certain nombre d'entre vous, parce que donc, la Tobra 200 mg, où c'est-il qu'on trouve ça? Alors, c'est une molécule injectable. Donc, je sais qu'on nous avait toujours dit dans le service que ce qui était injectable est ingérable. Donc voilà, la Tobra IV, eh ben, on peut la mettre par la bouche. Alors vous trouverez sur le site de l'ASFAR une ordonnance type
pour tobramycine, métronidazole, à remettre. Donc il faut une coordination entre le chirurgien, l'anesthésiste et le patient. Et le patient peut aller à la pharmacie de son village, trouver de la Tobra parce qu'il va finir par en avoir, et du métronidazole. Donc il y a un peu le mode d'emploi et l'ordonnance type qui est fournie sur le site de l'ASFAR. Voilà. Pour la chirurgie colorectale ou appendiculaire. C'est important parce que sur ces ordonnances, on est hors AMM, tu l'as dit, je pense. Oui, oui. Donc, c'est pas certain que le patient sera remboursé. Et il faut le mentionner qu'on est hors AMM. Il y a une explication sur la façon dont il faut prendre le conditionnement avec l'antibiotique dedans. Il y a des sulfites, donc attention aux allergies aux sulfites, en plus des allergies éventuellement à l'antibiotique, en l'occurrence la tobramycine. C'est donc là, il n'y a pas de gâchis quand on va à la pharmacie parce que c'est 2 flacons, on l'a dit, de 100 mg qu'on met dans un verre d'eau. Faites attention simplement à ce que le jeûne soit respecté. Ce qui est également important, c'est que si jamais le patient n'arrive pas à être remboursé, en fait, c'est des prix qui sont relativement peu importants. C'est de l'ordre de 2-3 euros, d'après ce dont je me souviens. Ouais. Mais voilà, il faut prévenir le patient, etc. Pour le métronidazole, c'est un peu plus difficile. Je vous rappelle qu'en France, on va vers la dispensation des médicaments en nombre juste nécessaire pour ce qui convient pour le patient qui vient avec son ordonnance. Donc vous pouvez demander au pharmacien d'avoir uniquement 2 comprimés de 500 mg. Bon, soit il vous le fait, soit il ne vous le fait pas. Vous aurez essayé, là c'est pareil, là, le surcoût éventuel est peu important. Il y a du gâchis puisqu'il y a 2 comprimés qui ne vont servir à rien. Mais la tendance est plutôt à faire attention à tout ça. Donc voilà, vous pouvez vous servir de cet exemple d'ordonnance qui est très bien faite pour faire ça. Et puis si vous avez oublié de faire ça, est-ce qu'il faut rattraper en post-opératoire ou en péropératoire? C'est ce qui est demandé dans une des questions. Non, la réponse est non, puisque le but c'est que l'inoculum bactérien, au moment où le chirurgien intervient, soit le plus bas possible au niveau du tube digestif. Une fois que l'intervention a eu lieu, après c'est non, c'est avant ou pas. C'est ça. Alors, il y a le docteur Louvel Zbitek qui dit, oui, mais actuellement sur Toulon, où elle est, probablement les pharmacies ne peuvent pas avoir Tobra. Je crois que ce n'est pas les seuls, il y en a pas mal. Il faut essayer de convaincre les pharmaciens à la fois au niveau du CHU, mais des régions également, dans toute la région qui vous concerne, d'avoir de la Tobra, parce que je rappelle que quand même, il y a un intérêt démontré. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour essayer de respecter ces recommandations. Il faut tout faire pour convaincre les pharmaciens d'obtenir les médicaments. C'est important pour les patients. Voilà. Tout à fait. Ça diminue quand même l'incidence notable. Enfin, ça diminue l'incidence de façon notable en post-opératoire des infections. Oui. Donc voilà, c'est ce que Hervé vient de vous dire. Alors, donc l'antibioprophylaxie, c'est un des meilleurs moyens de prévenir les infections des sites opératoires. Je rappelle que ça concerne autant l'anesthésiste que le chirurgien, c'est-à-dire que les deux doivent s'intéresser à la question. Les deux sont responsables si jamais c'est mal fait. Et donc, on ne peut pas dire c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, elle doit être prévue dès la consultation pré-anesthésique. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des échanges. On a vu des dossiers catastrophiques parce que ni le chirurgien ni l'anesthésiste ne se parlent. C'est pas qu'ils sont fâchés, mais voilà, il n'y a pas de dossier commun, j'en sais rien. Et l'anesthésiste ne sait pas ce qu'il doit faire parce qu'il ne sait pas ce qu'il va endormir. Et on arrive à des gestions des anticoagulants catastrophiques et des gestions des antibiotiques catastrophiques. Donc il faut que le chirurgien donne quand même une idée à l'anesthésiste de l'acte qu'il veut réaliser. Et ensuite, le consultant en anesthésie, réanimation, doit préciser sur le document de consultation si une prophylaxie est appliquée et si oui, quelle elle est, quelle dose il veut choisir et
il ne faut pas mettre, à mon avis, 20 mg kilo pour l'avant-coup. Il faut mettre la dose, il faut faire le calcul. C'est pas à l'infirmière de faire la multiplication, c'est au médecin de le faire. S'il y a une suspicion d'allergie, il faut que le deuxième choix soit là aussi écrit. S'il n'est pas écrit, et si c'est dans une situation où c'est un peu à flux tendu, on va faire des bêtises. Donc il faut que celui qui applique l'antibioprophylaxie au bloc opératoire, il ait juste à lire quel médicament et quelle dose, préparé par les autres avant. Le seul travail de celui qui va injecter, c'est de tracer ce qu'il va faire, à quelle heure, et de façon très précise concernant l'heure. Parce que céphazoline, sur une feuille papier, ça peut faire au moins 2 heures. Hein. Donc, ce n'est pas parfait. Donc voilà sur l'importance de l'antibioprophylaxie et donc du travail de chacun. Donc Hervé, est-ce que tu as des précisions à apporter? Ouais. Des précisions, sûrement pas, parce que je ne me permettrai pas, mais simplement, c'est vrai qu'un certain nombre d'experts considèrent que l'antibioprophylaxie, c'est le résultat d'un travail d'équipe. D'autres, quand en particulier et il faut que vous le fassiez, on respecte la recommandation de l'HAS de 2015, dans laquelle notre ami Patrick Georgi Avordios, Patrick Georgi était impliqué. Il faut définir le qui fait quoi. Et on peut définir que ce soit l'anesthésiste qui soit responsable de l'antibioprophylaxie. Et à ce moment-là, s'il y a un problème, évidemment, ça sera focalisé sur l'anesthésiste, etc. Donc je vous encourage, bien entendu, à définir dans vos établissements, si ce n'est pas déjà fait, le qui fait quoi. Il faut évidemment noter l'heure, mais la dose et également la molécule, ça va de soi, on ne vous l'a pas dit, mais c'est bien de le répéter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour d'une question importante. Il y a des questions, il y avait de nombreuses questions. Il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. On va essayer de les compulser pour pouvoir répondre à la plupart d'entre elles. Mais certaines se recoupaient avec ce qui avait été dit avant, etc. Donc il doit y avoir encore quelques questions qui n'ont pas eu de réponse. On vous prie de nous excuser. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec toi, Olivier, comme d'habitude. Et j'espère qu'on vous a un peu éclairé sur ces recommandations qui sont le fruit d'un travail extrêmement important. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission ainsi que toutes les autres émissions sur le site de Brancher Solutions. Les questions chaudes du moment sont bien sûr l'antibioprophylaxie, les RPP pédiatriques et l'actualité des émissions sur Brancher TV et sur notre Instagram Brancher-du-8 TV. Voilà, et je vous donne rendez-vous et j'espère que vous ne serez pas trop fatigués le 6 mars pour une émission qui sera dédiée à l'anesthésie pédiatrique. Je vous dis, j'espère que vous ne serez pas trop fatigués parce que j'en ferai partie à nouveau avec le professeur Isabelle Constant. La thématique sera l'amygdalectomie chez l'enfant. Et donc, restez connectés après le générique car le docteur Mathieu Clauson, qui fait un travail très important chez Brancher, a un message à vous transmettre à ce sujet. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, Olivier, merci. Si vous n'avez pas pu assister aux 2 premiers lives dédiés à l'anesthésie pédiatrique, vous pouvez les retrouver en replay sur le site de Brancher Solutions. Notez déjà la date de notre 3e rendez-vous avec le professeur Isabelle Constant autour de la prise en charge de l'amygdalectomie chez l'enfant. Nous détaillerons les complications les plus fréquentes, saignements, douleurs, nausées, vomissements, mais aussi la problématique du recours à un centre de référence. Informez et invitez vos IAD à participer en s'inscrivant sur le site de Brancher Solutions. Cette formation contribue en effet à attester que vous maintenez vos compétences en anesthésie pédiatrique. Je vous retrouve le mercredi 6 mars à 19h30.